Ici Suzy Champagne, la complice des auteurs. Bienvenue à l'émission Vitrine des auteurs. Écoutez, c'est pour moi un privilège d'être avec vous pour cette deuxième saison. Et dans le cadre de la première émission, je suis très contente de vous présenter une artiste multidisciplinaire, auteure depuis peu de ma maison d'édition, Madame Mariana Gello Baldé. Donc, bonjour Mariana, bienvenue parmi nous. Bonjour Sylvie, merci de m'inviter à cette belle plateforme. Ça me fait plaisir. Écoute, Mariana, tu as un parcours qui est exceptionnel. Ton livre, L'enfant derrière le miroir, est vraiment un coup de cœur pour moi. C'est pour ça que j'ai accepté de t'inviter au sein de ma maison d'édition à faire partie de notre famille. Avant de nous parler de ton livre, est-ce que tu peux nous parler brièvement de ton parcours et de pourquoi tu as décidé d'écrire ce livre-là? Alors, ce que je peux dire, c'est que je suis arrivée au Canada en 2019. J'avais à peine 15 ans sans ma famille. Donc, ça a été tout un processus d'intégration pour moi. J'ai dû apprendre de nouvelles façons de faire, apprendre une autre façon de voir les choses. Mais j'ai toujours conservé tout ce que j'ai appris à l'enfance. D'ailleurs, c'est ce qui me ramène à l'enfance parce que c'est de là que vient l'idée et cette promesse faite finalement à ma mère de lui offrir un livre. Et je pense que c'est la première chose que je t'ai racontée quand on s'est vu. Mais pour résumer, moi, ma mère, c'est une femme au foyer, une femme qui a étudié la couture, mais en langue africaine. Elle n'a pas fait des études en français. Donc, à l'âge de 6 ans, 7 ans, je découvre que ma mère, elle ne sait pas lire correctement en français. Et puis, je me rends compte que c'est une des raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas vraiment nous aider avec nos travaux scolaires. Et je la vois pleurer, justement, parce qu'elle ne peut pas lire un conte que je ramène de la bibliothèque pour un travail scolaire. Alors, ma mère, je promets à ma mère qu'un jour, je lui écrirai un livre et que ce livre parlera d'elle et qu'elle n'a pas besoin de pleurer parce qu'elle est déjà une maman excellente et elle fait de son mieux avec les ressources qu'elle dispose. Et ma mère, en revanche, elle m'a dit, j'apprendrai à lire le français et j'attendrai aussi ton livre. Et en grandissant, je pense que l'adulte a dû oublier cette promesse d'écrire un livre à sa mère. Et éventuellement, à un certain moment, nos parents vieillissent et ma mère, elle me l'a rappelé. Et c'est là que je me suis mise finalement à écrire ce livre pour pouvoir le lui offrir. Voilà. C'est vraiment très inspirant. Écoute, tu es une conteuse professionnelle, tu as déjà plusieurs prestations à ton arc. Comment est-ce qu'on sent lorsqu'on dessine? Parce qu'il y a une partie de ton livre que c'est vraiment des contes, il y a une partie que c'est plus développement personnel, donc le cheminement de cet enfant-là qui est derrière le miroir. Mais comment est-ce qu'on sent concrètement lorsqu'on écrit des contes au lieu de les raconter à l'oral? C'est complètement différent. Pour moi, ça a été toute une révélation. J'ai adoré faire ce travail-là, en partie avec toi, Suzy, qui m'a quand même beaucoup challengée. Parce que sur scène, on peut se permettre d'improviser. Sur scène, c'est sûr qu'on a l'histoire complète, mais selon l'énergie de la salle, selon la participation, l'interaction du public, on peut se permettre de rajouter quelque chose pour qu'ils se sentent aussi interpellés et aussi pour qu'ils se sentent intégrés dans l'histoire. Tandis que lorsqu'on écrit le conte, on a peur de est-ce que j'en fais trop? Est-ce que si je rends ça trop théâtralisé, est-ce que mon lecteur va adhérer? Si c'est un lecteur qui n'est pas trop créatif, est-ce qu'il aura du mal à comprendre pourquoi tu fais bouger ou parler toutes sortes d'objets? Parce qu'on s'entend que la plupart des contes, surtout les contes traditionnels, c'est souvent les animaux qui parlent ou peut-être des personnages physiques, mais moins des objets comme une bougie et autres. Donc, il y avait cette petite peur-là, mais j'ai beaucoup aimé le défi de me prêter au jeu
et d'écrire finalement un conte comme je l'aurais conté étant sur scène. Justement, tu as parlé d'objets. Le personnage principal de ton livre, c'est une femme qui est en dépression, qui regarde derrière le miroir, rencontre une petite fille. Pourquoi le miroir? Est-ce que ça aurait pu être d'autres objets? Est-ce que moi, mon enfant intérieur peut être coincé dans ma cuisinière, dans mon divan, ou c'est vraiment derrière un miroir que je peux trouver mon enfant intérieur? Très belle question, merci. Je pense que l'enfant intérieur, il est propre à chaque personne, un peu comme la question du bonheur. Et puis, ton enfant intérieur, finalement, il peut être derrière un objet ou à l'intérieur de cet objet-là parce que tu as une relation particulière avec cet objet. J'ai choisi la question du miroir pour 3 raisons. La première, c'est que, comme j'ai dit un peu plus tôt, ma mère, elle est couturière. Et chez nous, on avait souvent cet outil qu'est le miroir parce qu'elle ajustait ses tenues, elle ajustait aussi les foulards des clientes et ses foulards à elle devant le miroir. Donc, très tôt, toute petite, je contemplais énormément le reflet, la beauté de ma mère, des clientes, de toutes ces tenues à travers le miroir. J'avais l'impression que lorsqu'elle les essayait, et qu'elle me les montrait. Et lorsqu'elle les essayait, qu'elle se regardait dans le miroir, il y avait une autre forme d'énergie. C'est comme si je m'identifiais davantage à la femme qui, elle, se regardait avec des yeux de fierté dans le miroir. Et la deuxième raison, c'est parce que le miroir, finalement, c'est l'âme même de la société. On se regarde, mais on regarde souvent l'autre, mais on se regarde rarement. On juge souvent l'autre, mais on s'apprécie rarement. Et je me suis dit, puisque on est aussi dans une période où on est en contexte de vulnérabilité, on parle de la question du COVID, il faut respecter la distanciation. Finalement, la seule distanciation de 2 mètres qui ne sera pas exigée, c'est celle qu'on a avec notre reflet. Et puis ce reflet-là, on ne peut le trouver que dans le miroir. Et enfin, la dernière raison, c'est, comme tu l'as dit, l'adulte dans ce livre, il est déprimé, mais ça pourrait être un adulte comme tout autre, parce que l'histoire se passe à Montréal. Et puis, l'enfant derrière le miroir, finalement, c'est un personnage que cet adulte crée et invente parce qu'elle voudrait reproduire des moments heureux de sa vie et elle voudrait aussi qu'il y ait peut-être une voix au niveau du subconscient. Là, on parlerait de l'enfant qui est derrière, qui lui raconte des choses qu'il a oubliées. Et la meilleure façon que j'ai trouvée en complicité avec ce personnage qui a été créé, c'est l'idée du miroir. Pour que le personnage réalise son état dépressif, pour que le personnage puisse se mirer et tout au long du texte, on a l'impression qu'on participe quand même à une évolution de l'état d'esprit du personnage. Puis finalement, est-ce qu'à la fin, il s'en sort? Il faudra lire le livre. Ce que je trouve intéressant, Mariana, c'est que autant c'est léger, autant c'est profond. On a des enseignements sur le bonheur tout au long du livre, que ce soit dans les contes ou dans l'évolution du personnage. J'aime bien dire, la première fois que je l'ai lu, j'aime bien dire que tu es un petit prince québécois et africain. Donc, tu nous fais vraiment vivre un voyage à l'intérieur de l'Afrique. Mais même si on n'est pas africain, on va apprécier notre lecture. Ça nous fait voyager, ça nous fait découvrir ce continent-là. Mais c'est un petit peu de la même saveur que Le Petit Prince. Est-ce que le livre Le Petit Prince t'a inspiré tout au long de ta vie ou juste dans l'écriture de ce livre-là? J'adore Le Petit Prince. Je pense que j'ai écouté Le Petit Prince plus que 100 fois en audio. Alors, est-ce que ça m'a inspirée pour l'écriture? Pas directement, mais indirectement, oui, parce que Le Petit Prince, c'est pas l'enfant intérieur quand même du narrateur principal. C'est un enfant qui est à l'extérieur de lui finalement et on parle de planète. Tandis que là, l'adulte principal du livre fait une autoréflexion et parle vraiment à son cœur d'enfant qui n'est pas externe à lui, sauf que l'adulte est persuadé qu'il voudrait que cet enfant soit externe.
Donc, c'est peut-être un peu le petit lien qu'on peut trouver avec Le Petit Prince. Et aussi, je trouve que dans le livre L'enfant derrière le miroir, il y a beaucoup de phrases courtes, Oui. tout comme on le retrouve dans Le Petit Prince. Et aussi, certaines métaphores. Par exemple, dans Le Petit Prince, il dit « Dessine-moi un mouton ». Et il insiste. Et dans le livre, vous trouverez un passage où c'est l'enfant qui demande « Dessine-moi l'avenir », mais dans un autre contexte complètement différent. Parce que dans Le Petit Prince, c'est un autre univers. L'enfant derrière le miroir, c'est un autre univers. On se retrouve avec un décor beaucoup plus africain. Et finalement, je pense que c'est là la différence, voire la valeur ajoutée. Parce que c'est des choses que les gens connaissent pour ceux qui ont déjà été. C'est des choses que les gens peuvent imaginer pour ce qu'ils ont déjà entendu. Donc, on est dans le fantastique, dans tout un monde imaginaire, mais en même temps, ça nous renvoie à quelque chose qu'on connaît ou qu'on croit connaître. Justement, je trouve ça très intéressant, ton image du miroir. Tantôt, tu as parlé du reflet de nous-mêmes. C'est tellement important en cette période difficile de l'humanité, avec la pandémie, de se reconnecter avec nous-mêmes. Écoute, comme tout le monde, tu as été quoi, 2 mois seul dans ta maison avec toi-même et ton enfant. Donc, comment est-ce que tu as trouvé ça? Et si tu avais un conseil à donner à une personne qui a de la difficulté à se connecter avec son enfant intérieur, qui en ce moment est dans une vulnérabilité dans laquelle elle n'est pas habituée, ce serait lequel? Quel conseil tu aurais pour nos lecteurs pour justement s'en sortir un pas à la fois? Alors, pour moi, c'est moi où il fallait rester à la maison, confiné. Ça a été un cadeau, je pense, une bénédiction parce que pour être une personne qui est tout le temps à l'extérieur, dans l'événementiel, dans le social avec des gens ou en accompagnement en tant qu'intervenante, ça m'a fait réaliser qu'on ne passait pas suffisamment de temps avec nous-mêmes. C'est vrai. Et que lorsque ce moment arrive, on se rend compte qu'on a plein de projets qu'on a mis dans un carton et qu'on a finalement plein d'idées qui sont mal exploitées. Et on se rend compte, en tant qu'individu, qu'est-ce que je peux faire dans le confinement pour me rendre utile? Mais pas uniquement pour me rendre utile à une plus grande communauté de personnes, mais pour me rendre utile à moi-même, finalement, dans cette petite prison dorée ou peu importe comment on l'appelle. Mm-hmm. Et là, c'est le moment où tu te dis, je vais acheter des plantes. Jamais acheter des plantes, c'est l'occasion d'acheter des plantes, sauf que les plantes, il faut les arroser. Quand dans la vie de tous les jours, tu travailles, tu n'auras pas nécessairement l'idée de te dire, oh, il faut que j'arrose ma plante. Mais quand tu es en confinement, bah, ce sont des idées qui te viennent et elles sont évidentes. Tu vas prendre le temps, par exemple, de te faire un thé et de voir comment la vapeur de ta tasse, là, je le dis aux gens qui, en temps normal, sont tout le temps pressés, sont tout le temps au téléphone. Tu vas aussi prendre le temps de décrocher, de fermer un peu les réseaux sociaux pour ne pas lire uniquement les choses négatives qui se disent. Donc, c'est toutes ces choses-là que moi, j'ai dû apprendre à faire pendant le confinement et je me suis même retrouvée à faire de la peinture, quelque chose que je n'avais jamais fait. Et pour répondre à ta question, la première étape, je dirais que c'est de se poser les bonnes questions. C'est de penser à l'enfance qu'on a eue parce que l'enfance de chaque personne est différente selon le contexte, selon le vécu, selon son histoire, selon, je pense, l'endroit où il a vécu cette enfance-là. Donc, il n'y a pas un ingrédient magique que tout le monde pourrait utiliser. C'est différent pour chaque personne. La première étape, c'est vraiment d'identifier quels sont les éléments qui, à l'enfance, ont été peut-être un peu plus douloureuses. Quels sont les éléments qui incarnaient ou répétaient finalement nos lacunes? Et quand on devient adulte, on veut absolument s'éloigner de ça. Par exemple, un enfant qui a été intimidé à l'école, en tant qu'adulte, ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'il a envie de se souvenir. Et je pense que 2 mois de confinement pour quelqu'un qui veut découvrir ou reconnecter avec cet enfant, c'est déjà identifier ces différentes
chose-là et de se concentrer sur une seule. Si par exemple, c'est quand j'étais enfant, j'étais timide, qu'est-ce que je peux faire pour moi-même, par moi-même finalement, pour vaincre cette timidité? Et là, on peut avoir de l'aide externe ou on peut tout simplement décider de faire des choses qui nous plaisent, qu'on ne pouvait pas faire au moment où on était enfant pour X raisons. C'est vraiment inspirant hein, parce qu'effectivement, le confinement pour certains a été difficile, mais pour d'autres, comme moi aussi, ça a été une bénédiction de me rendre compte que je n'étais pas obligée d'être partout à la fois et nulle part à la fois. Et maintenant, encore aujourd'hui, ça fait quelques mois qu'on est déconfinés. Je ne suis pas obligée d'être occupée à toutes les fins de semaine. J'ai le droit de passer du temps avec moi-même et ça, c'est quelque chose qui a été une bénédiction dans ma vie. Écoute, je te remercie beaucoup, Mariana, d'avoir été avec nous. Ça a été un immense bonheur. J'aurais pu t'avoir pour encore 10 heures tellement c'est inspirante. Ton livre est disponible sur escapaderie-bonheur.com. Tu as une page Facebook, tu as un site web aussi. Et puis, ton lancement, c'est le 29 septembre. Est-ce qu'il reste encore de la place pour ceux et celles qui veulent s'inscrire à ton lancement? Ou bien c'est complet et ce sera juste ton lancement virtuel auquel on pourra assister? Puisque c'est un lancement sur l'enfant, on trouvera toujours une manière de donner une place, de faire de la place à de nouvelles personnes qui veulent s'inscrire. On s'est assuré de vraiment mettre le paquet sur le respect de toutes les mesures sanitaires dictées par le gouvernement. Donc, pour toutes les personnes qui aimeraient venir partager, célébrer ce moment, mais surtout découvrir finalement l'enfant qui sommeille en eux par le biais d'une prestation qui va vous être présentée ce soir-là. Vous êtes les bienvenus. Vous pouvez envoyer un message à Suzy ou m'écrire directement sur ma page ou tout simplement aller sur le site internet marianabalde.com, Mariana avec un seul N, qui vous donne quand même toutes les informations sur ce qui vous attend à la soirée de lancement qui aura lieu le mardi 29 septembre. Merci beaucoup, Mariana. Tu seras aussi dans toutes les librairies du Québec ou dans la grande majorité à partir du 15 octobre 2020. Et je sais que tu n'oublies pas les gens de l'Afrique. Tu as aussi ton livre en vente sur Amazon, entre autres au niveau international, dont l'Afrique. Donc, ceux et celles qui veulent le commander, on a voulu rendre ça le plus accessible possible. Oui, pour l'Afrique, absolument. Il y a d'ailleurs ma mère qui, elle va aussi recevoir son livre physiquement. Donc, oui, les gens peuvent l'acheter sur Amazon. Pour ceux qui sont en Europe, en Afrique, ce n'est pas encore totalement accessible. Mais la première personne qui aura le livre physiquement en Afrique, ce sera ma mère. Et ensuite, tout le continent, on espère. C'est super. Est-ce que tu as réussi à avoir un billet d'avion pour traverser de l'autre côté ou malheureusement avec les barrières, ça va se faire par la poste pour ta maman? Pour ma maman, ça va absolument, définitivement se faire physiquement. Quand le temps nous le dira, comme on dit, le meilleur moment, il faut juste l'attendre. Peut-être avant la fin de l'année, peut-être en début d'année, mais c'est prévu. C'est prévu de partir, de faire un voyage uniquement pour lui remettre le livre physiquement. Donc, tu vas faire des milliers de kilomètres pour tenir ta maman dans tes bras, lui remettre ton livre. Et n'hésite pas à nous envoyer des photos de ce beau moment-là. Moi, j'ai très, très hâte. En tant que marraine du livre, là, en tant que maison d'édition, j'ai hâte de voir les beaux yeux de ta mère rayonner et de voir une belle photo de vous deux avec le livre dans les mains. Absolument. Peut-être que d'ici là, on se fera un autre entretien pour que je te dise comment je prépare le voyage. Et puis, en Afrique, comment se passe le voyage. Merci beaucoup. Je sais que ton temps est précieux, Mariana. Tu es partout en même temps. Je te souhaite un bon lancement et ça fut un pur bonheur de t'avoir avec moi en ondes. Donc, passe une super belle fin de journée. Merci à toi, Suzy, pour l'excellent travail que tu fais. Merci de m'avoir donné ce boost. Et puis, j'encourage toutes les autres personnes qui hésitent
à sauter, à faire le pas. Bah, Suzy, c'est vraiment la complice des auteurs. Merci. Merci. Puis, on se retrouve la semaine prochaine avec une autre entrevue fort inspirante. Bye bye, à bientôt. Au revoir. Bye.